Il aura fallu 30 ans d'enquête pour mettre la main sur le violeur de la Sambre. 30 ans et plus d'une cinquantaine de femmes agressées le long des routes du nord de la France et de la Belgique. L'affaire débute à Maubeuge, au mois de mars 1988. Il est 5h20, une femme de 36 ans, en route pour son travail, se fait attraper par derrière par un homme qui lui serre le cou. Elle n'a pas le temps de voir son visage, que déjà, l'homme s'enfuit en s'excusant. Au moins 8 autres plaintes seront déposées la même année pour le même type d'agression. Parmi elles, une majorité raconte avoir aussi été agressée sexuellement. L'année suivante, une première plainte pour viol est déposée. Âgée de 13 ans, la victime est collégienne. Elle fait état du même mode opératoire que les femmes qui l'ont précédée. Une agression proche de la rivière de la Sambre, tôt le matin, par un homme qui sent le cuir, qui lui touche les seins. Il lui a promis de ne pas la violer, promesse non tenue. Pour autant, ces plaintes ne donnent pas lieu à des enquêtes et presque toujours, le caractère sexuel raconté par les victimes est minimisé, voire effacé des rapports, malgré la présence de sperme pour l'une des agressions. Pire, les enquêteurs ne pensent pas à rapprocher ces affaires entre elles et sont loin d'imaginer qu'ils recueillent là les témoignages des premières victimes de l'un des plus grands violeurs en série français. À cette période, les violences sexuelles n'étaient pas du tout un sujet, n'étaient pas du tout débattues sur la place publique. Lorsque des victimes étaient victimes de ce type de fait, ça restait une sorte de secret de famille. Et même lorsque les victimes prenaient le courage d'aller déposer plainte au commissariat, leur plainte était minorée. Les faits étaient finalement qualifiés de pas si graves. La responsabilité était même inversée puisqu'on reprochait plutôt aux victimes finalement ce qu'elles avaient vécu. Donc finalement la qualification pénale qui était retenue au moment des dépôts de plainte était au bon vouloir du policier ou du gendarme qui était présent à ce moment-là et de son ressenti par rapport à la victime. Mais d'ailleurs, les qualifications pénales qui entourent les faits d'agression sexuelle, de viol, ont évolué au fur et à mesure des années. À l'époque, on parlait d'atteinte à la pudeur. Et puis, il y avait aussi une peur de créer une sorte de psychose. Donc, il y a des témoignages qui rapportent que même des autorités locales ont insisté pour ne pas trop ébruiter, avec des phrases du type « il n'y a pas mort d'homme, donc c'est pas très grave ». Par ailleurs, l'informatisation de la police et des enquêtes judiciaires est très sommaire. Il s'agit de beaucoup de dossiers papier. Les commissariats, les gendarmeries ne se parlent pas forcément entre elles, ce qui ne facilite pas le recoupement entre plusieurs signalements avec un même mode opératoire. 1990, 91, 92, jusqu'en 95, les victimes et les plaintes se multiplient. Toutes racontent le même mode opératoire et la même description du violeur. Mais ce n'est pas cela qui fera prendre conscience aux gendarmes et aux policiers de l'importance d'ouvrir des enquêtes rigoureuses. Non. Il faut attendre le 16 octobre 1996. Vers 7h du matin, une jeune fille de 15 ans est violée sur le chemin de l'école près de Maubeuge. Pour la première fois, 2 policiers spécialisés de la brigade des mineurs et des mœurs sont saisis de l'enquête. Ils la mènent avec rigueur, faisant même paraître dans La Voix du Nord un appel à témoins. Cela ne donne rien. Et l'enquête est clôturée 15 jours plus tard. Mais peu de temps après, pour la première fois, les policiers font un rapprochement entre 2 affaires lorsqu'une femme se présente dans le même commissariat pour y raconter un viol similaire. À 90 km de là, Christine Andrieux découvre cette dernière plainte. Elle est archiviste au bureau de documentation et d'analyse criminelle de la police judiciaire. En lisant le procès-verbal, il lui apparaît évident que l'agresseur reproduit un rituel. Elle se met alors en quête d'autres témoignages similaires en remontant le temps. Rapidement, elle est en capacité de dresser un tableau des similitudes. Opinel, voix grave, strangulation, bonnet noir, odeur de cambouis ou encore la fausse promesse de ne pas violer la victime. Le dossier s'alourdit au fur et à mesure des mois, tant les agressions sont récurrentes, notamment en 1997. Et l'ADN recueilli sur plusieurs scènes de crime s'avère être le même. La justice en est donc enfin sûre, un violeur en série sévit dans le Val de Sambre. Les enquêteurs établissent alors un portrait robot, celui d'un homme européen, trapu, d'environ 1m70 avec un début de calvitie. Ce portrait robot est notamment affiché au commissariat d'Aulnoy-Aymeries. L'entraîneur de l'équipe de foot du village y entretient des relations amicales avec les policiers. Un jour qu'il passe prendre un café avec eux, il voit le portrait robot. La réplique est presque parfaite. Et pour cause. Loin de s'en inquiéter, l'homme attire l'attention des policiers et plaisante sur sa ressemblance avec l'homme qu'il recherche. Plus c'est gros, plus ça passe. Tout le monde rit et personne
me fait le lien. En juillet 1998, la police judiciaire de Lille se voit confier l'enquête par le juge d'instruction. Cette nouvelle cellule établit les contours des crimes. Le coupable agit toujours entre 5 et 8 heures du matin, aux abords de la D959 entre Aulnoy-Aymeries et Gemont, et conduirait une Renault 21 blanche. Son odeur fait penser qu'il est employé d'une usine métallurgique. Il se concentre donc sur ces usines et sur les travailleurs de nuit, pensant que le coupable attaque ses victimes à la fin de son service. Après un rapide contrôle, ils rayent de leur liste l'usine Gemont Industrie, où ils apprendront plus tard que leur coupable travaille de jour, prenant parfois son service après avoir commis un crime. À partir des années 2000, les viols et agressions se succèdent à un rythme soutenu. Mais les équipes d'enquêteurs dans les commissariats et les gendarmeries ont été renouvelées. L'affaire du violeur de la Sambre leur est parfois inconnue, souvent lointaine, et ils ne font pas le rapprochement entre les plaintes qu'ils reçoivent et ce qu'ils considèrent être un cold case. Au point qu'en 2003, 7 ans après l'ouverture de l'enquête, une nouvelle juge d'instruction décide de clore l'information judiciaire. Le dossier ne regroupe que 11 agressions de viol commis entre 1996 et 1998. Tous ceux d'avant et d'après n'y figurent pas. À partir de 2004, c'est à Erqueline, de l'autre côté de la frontière belge, que certaines femmes portent plainte pour des viols commis, pensent-elles, par un Français. Les enquêteurs belges communiquent alors à leurs homologues les informations dont ils disposent, sans connaître l'existence du violeur de la Sambre. Ils espèrent que des informations réciproques pourront faire avancer leur enquête. Bingo! La police judiciaire de Lille envoie toutes les informations et y adjoint même le tableau réalisé par l'archiviste Christine Andrieux. Il contient désormais plus de 50 cas. On rouvre alors l'enquête française en 2006. Mais malgré la concordance de l'ADN dans leurs affaires respectives, la coopération transfrontalière ne semble pas évidente. Et en 2010, la police belge referme le dossier, faute d'avancée. 6 ans plus tard, une nouvelle juge d'instruction décide de tout reprendre depuis le début. Avec les gendarmes et les policiers de Lille et de Nanterre, elle établit une liste de 67 victimes et entame un titanesque travail d'enquête, infructueux. En 2018, cela fait maintenant 5 ans qu'aucune agression n'a été signalée. Les enquêteurs commencent à imaginer que leur suspect est mort. Mais le matin du 5 février, l'homme va à nouveau frapper. Il agresse à l'aube une jeune fille de 15 ans sur le bord de la route, entre Gemont et la commune belge d'Erqueline. Elle parvient à s'enfuir et prévient rapidement la police. Les policiers belges visionnent alors les images des caméras de surveillance à proximité de l'agression. On y voit un homme au volant d'une voiture immatriculée en France se garer dans un parking à quelques mètres de la frontière. Il sort, s'enfonce dans un passage, puis remonte dans sa voiture peu après, avant de reprendre la route. Les informations sur la voiture permettent aux policiers français de l'identifier. Quelques jours plus tard, l'homme qui l'utilise correspond en tout point à celui qu'ils recherchent. Ils le suivent jusqu'à son domicile de Pont-sur-Sambre. Il est interpellé le 26 février 2018 au petit matin, alors qu'il roule sur les routes autour desquelles il a tant sévi durant 30 ans. L'homme décline son identité, Dino Scala, 57 ans. D'un point de vue personnel, au moment de son interpellation, il est marié à 3 enfants. Sa femme le décrit comme un mari aimant, un père de famille bien intentionné, qui est présent pour ses enfants. On est face à un homme très bien intégré, il s'entend très bien avec ses collègues, c'est quelqu'un d'apprécié. En parallèle, sur son temps personnel, il a été entraîneur puis président d'un club de football, donc à Pont-sur-Sambre, où il est aussi décrit comme quelqu'un d'agréable. Tous ses voisins sont tombés des nues quand il a été interpellé, puisqu'il s'agisse du maire, qu'il s'agisse des commerçants, tous appréciaient à l'unanimité ce bon père de famille. À nuancer tout de même ce tableau de mari modèle, puisque lors d'un premier mariage, il a été évoqué des questions de violence sexuelle contre des membres de l'entourage de la famille de sa première épouse. Lors de son interpellation en 2018, Dino Scala passe rapidement aux aveux. Il reconnaît la majorité des faits qui lui sont reprochés, en expliquant même qu'il aime bien traquer ses victimes, les espionner. Il déclare apprécier être en mode chasseur, ce qui veut dire beaucoup sur l'image des femmes qu'il a vues comme des proies. Et les experts psychiatres diront d'ailleurs qu'il a pu éprouver du regret, mais la majorité des cas, il ne regrette pas son passage à l'acte. Le vendredi 10 juin 2022, Dino Scala est condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour 54 viols et agressions sexuelles. J'ai beaucoup pleuré avant, j'ai beaucoup pleuré pendant toutes ces années même, mais une fois que c'est fait, c'est fait quoi. Après on se sent libéré, on se sent reconnu. En 2003, Dino Scala avait été convoqué au commissariat pour un différend de voisinage.
Comme pour toutes les personnes mises en cause, les policiers auraient dû prélever son ADN afin de le rentrer dans le fichier national automatique des empreintes génétiques, le FNAEG. Mais par amitié, par fainéantise aussi, il ne l'avait pas fait. Pourtant, s'il l'avait fait, l'ADN de Dino Scala aurait matché avec celui prélevé plusieurs fois sur les scènes de viol. Et l'enquête aurait été résolue 15 ans plus tôt, épargnant certainement des dizaines de victimes. Il fait en ce moment même l'objet d'une autre information judiciaire pour 15 autres faits.